Là, puisqu'on va parler du syndrome des ovaires polykystiques, les chercheurs se sont rendus compte que, en détricotant un petit peu les symptômes, une des clés, c'était l'insuline. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue. Nous allons parler ce matin d'un sujet trop peu abordé et qui va intéresser beaucoup d'entre vous. J'ai invité Angélique Houlbert, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes diététicienne, micronutritionniste depuis plus de 20 ans, autrice de nombreux... Fallait pas le dire ? Aussi. Bon, mais ça fait de vous une experte en fait mais maintenant. c'est ça, c'est bien. Voilà, autrice de nombreux livres de référence sur l'alimentation et spécialiste des compléments alimentaires. Vous êtes ce que vous appelez une veilleuse permanente sur les dernières études scientifiques publiées mondialement. Et votre objectif, dites-vous, c'est de rester à la pointe de la recherche dans les domaines de l'alimentation et de la micronutrition. C'est parfaitement bien résumé. Ouais. Vous veillez, il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent. Tous les jours, c'est passionnant, hein. Tous les jours, il y a des études cliniques qui sortent. Alors, on fait bien le distinguo entre des études qui sont faites sur des souris et des études cliniques qui sont faites sur les femmes, réellement, là, puisqu'on va parler du syndrome des ovaires polykystiques. Donc oui, il y en a tous les jours, pas forcément sur le syndrome, mais sur d'autres pathologies. Et c'est juste passionnant et ça me permet d'être justement en veille permanente et de proposer des sujets. C'est moi qui ai proposé ce sujet aux éditions Thierry Soucard. Parce que la première chose qui aurait pu vous amener au sujet, c'est de vous-même souffrir. Absolument pas. Du syndrome. Oui, non, alors je le dis bien en intro, ce n'est pas un recueil de témoignages, je ne suis pas atteinte de cette pathologie. Là, l'objectif, c'était de donner les clés à toutes les femmes qui étaient atteintes de ce syndrome, parce que vous allez voir, c'est assez simple en fait. Et vous publiez donc le régime SOPK aux éditions Thierry Soucard. Votre livre, donc, je vous le disais tout à l'heure, balaie toutes les dernières recherches, mais vous l'avez voulu aussi comme un livre de solutions. Oui, je n'explique pas en long, en large, en travers ce qu'est le SOPK. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas endocrinologue. Là, je voulais fournir des clés toutes simples à toutes celles qui sont atteintes et donc des clés alimentaires et des clés aussi micronutritionnelles, donc des compléments alimentaires. Et on verra pourquoi des clés alimentaires. D'autant plus que jusqu'à ce jour, il n'existe pas vraiment de traitement pour prendre en charge le SOPK. Non, on n'a aucun traitement clair et précis. Dans le cadre du SOPK, on donne souvent de la metformine. C'est un médicament qu'on donne aux diabétiques parce que ça a un lien avec la résistance à l'insuline et l'insuline. Et c'est ça que disent les dernières études et qu'elles soulignent. C'est ça le scoop de votre livre finalement. Oui, alors le scoop et aussi pourquoi je me sens assez légitime pour écrire pour avoir écrit ce livre, parce que voilà, je le répète, je ne suis pas gynécologue, mais avec l'alimentation, voilà, les chercheurs se sont rendus compte que une des clés, en détricotant un petit peu les symptômes, une des clés, c'était l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est bien connue des diabétiques, et aussi, j'ai écrit un autre livre sur la NASH, sur la stéatose hépatique non alcoolique, aussi en lien avec l'insuline. Et donc là, on se rend compte aussi que c'est une des clés pour justement diminuer ces symptômes. Et vous, ce que vous proposez dans votre livre, c'est un reset hormonal, en fait, en 4 semaines. Bah oui, Philippe, vous savez, votre ordinateur, votre téléphone, quand ça ne fonctionne plus, qu'est-ce que vous faites ? On éteint tout, on fait un reset. C'est ça, c'est ce qu'on fait. On éteint. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, d'ailleurs, chez nous, c'est une expression qu'on utilise beaucoup à Beurre FM, c'est « tu éteins et tu rallumes ». Alors là, on fait exactement la même chose avec l'équilibre hormonal. On va éteindre pour rallumer et pour que ça fonctionne mieux. Et c'est bizarre parce que ça fonctionne toujours à chaque fois. Bah oui. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le système finit par redémarrer. Bon, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de ce qu'on appelle le SOPK. Alors déjà, c'est un syndrome. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit un syndrome ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Un syndrome, ça veut dire que il n'y a pas qu'un seul symptôme, mais plusieurs symptômes. Et c'est ce qui rend un peu son diagnostic compliqué, puisqu'il n'y a pas un seul symptôme. On va avoir plusieurs phénotypes, c'est ce qu'on appelle. Donc,
On a souvent, parfois les femmes ont des cycles irréguliers, elles n'ovulent pas à chaque fois, mais ça elles ne savent pas forcément. C'est quand elles veulent avoir des enfants qu'on s'en rend compte. On peut avoir aussi, c'est relié à la testostérone, comme on va voir, avec un fort taux de testostérone, parfois, mais donc parfois qui est une pas. hormone masculine. Normalement, mais on en a un tout petit peu aussi, nous les femmes. Mais là, donc, il y a un petit peu trop de testostérone libre, et donc ça se manifeste différemment. On peut avoir... notamment ce qu'on appelle de l'hirsutisme, c'est-à-dire des poils qui poussent un peu plus importants au niveau du visage, au niveau du cou. Mais pas que. Mais pas que. Ouais. On peut aussi avoir une paire de cheveux plutôt de type masculine, donc sur le front, sur les tempes. Donc ça, mais voilà, tout le monde n'a pas toujours les mêmes symptômes. C'est pour ça que c'est un syndrome qui va inclure plusieurs symptômes. La maladie de l'hyperandrogénie. Oui, hyperandrogénie. Ce qui veut dire... Ouais. Alors, on va résumer, trop de testostérone. Et donc, et pourquoi et donc, trop de testostérone, c'est par rapport à ce que normalement on a d'habitude, justement, ça va engendrer des cycles irréguliers. Là, pourquoi on appelle ça des ovaires polykystiques? Oui, parce que c'est pas des kystes en fait. Ce ne sont pas réellement des kystes. En fait, à chaque cycle, dans la première partie de cycle, on a des petits follicules, une petite dizaine, qui vont aller grossir. Et il n'y en a qu'un seul, vous savez, qui va libérer un ovocyte. Donc, normalement, les autres diminuent de taille et tout se passe bien. Là justement, la testostérone, elle va aller nuire à la maturation de ces follicules. Et en gros, ils vont tous être assez gros. Donc, on va se retrouver avec des ovaires qui ressemblent à des petites mûres, vous savez. Donc, ce ne sont pas des kystes. Ce sont des follicules qui ne sont pas arrivés à maturité, qui n'ont pas pu relarguer leurs ovocytes et qui n'ont pas pu diminuer. Donc ça, c'est dû à la testostérone libre. Donc, et pourquoi ces femmes-là fabriquent trop de testostérone? On s'est rendu compte. Est-ce qu'on le sait alors? Oui. Ouais. Alors, il y a deux choses. C'est pour ça que j'agis. Est-ce qu'il y a une clé? Oui, les deux clés. Une des clés, c'est que l'insuline, comme on disait tout à l'heure, va aller booster cette production de testostérone par les ovaires et par les glandes surrénales. Vous savez, c'est les deux petites glandes qu'on a au-dessus des reins. Et deuxième chose, la testostérone, elle est transportée avec un petit camion. Le petit camion, c'est la SHBG. Bon, voilà, c'est un transporteur de testostérone. Et donc, c'est la même chose que pour d'autres maladies d'ailleurs, métaboliques. Tout à fait, exactement. Et l'insuline, elle va aller bloquer la fabrication, justement, de ce petit camion. Donc la testostérone, elle est libre. Oui, c'est ça. Exactement. C'est le même principe. Même principe qu'avec les lipoprotéines du cholestérol, tout à fait. Donc, c'est à cause de l'insuline que le transporteur fait pas son rôle. Alors, ce n'est pas l'unique. Évidemment, on sait qu'il y a une petite part de génétique ou d'épigénétique. Et c'est un petit peu... voilà, si c'était aussi simple que ça. Mais une des clés, un des leviers extrêmement importants, c'est ça, c'est le fait qu'on fabrique trop d'insuline ou que les cellules soient résistantes à l'insuline. Pour vous donner un petit exemple, l'insuline, c'est une clé pour rentrer chez vous, par exemple. Parfois, ça vous arrive, ou même dans votre maison, la clé ne fonctionne plus. Elle est là, il y a bien la clé, mais elle ne rentre pas dans la serrure. Donc, il faut dégripper un petit peu cette serrure pour qu'elle puisse bien fonctionner. Donc, on a vraiment deux choses qui se produisent, c'est-à-dire trop d'insuline. Il y a trop de clés, ça rentre plus, on trouve plus la clé, on est un peu passe-partout et on n'arrive pas à rentrer. Et deuxième chose, c'est les cellules qui deviennent résistantes à l'insuline. Donc, on se retrouve avec une hyperinsulinémie. Des hyperinsulinémies, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'insuline. Et l'insuline, il ne faut pas oublier que c'est l'hormone de stockage au niveau abdominal, souvent, enfin au niveau des viscères. Donc, c'est aussi pour ça que les femmes qui sont atteintes d'un SOPK sont parfois en surpoids. Obésité ou même surpoids, elles n'arrivent pas à perdre de poids. Donc, on arrive à agir sur tout le syndrome, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un syndrome métabolique, des femmes en surpoids, la résistance à l'insuline, et endocrinien, donc avec des problèmes comme on a vu avec plutôt testostérone. Et puis c'est même bien en amont au niveau du cerveau, on a un taux de LH, FSH, l'insuline perturbe aussi en amont ces hormones. Donc,
Alors, il y a ces principaux symptômes, puis il y a d'autres symptômes. Hein. Il peut y avoir une fatigue. Ah oui, alors souvent... forme de dépression. Oui, anxiété, c'est plutôt anxiété, trouble du sommeil et dépression. Donc mais ça c'est relié aussi, c'est pas seulement dans ce syndrome, c'est tout ce qui est avec une inflammation, qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est-à-dire que notre organisme, il a une petite inflammation, elle est normale pour... lutter contre des bactéries, par exemple, c'est quand l'inflammation devient plus importante. Vous doutez bien qu'une légère inflammation au niveau du cerveau, par exemple, ça va aller limiter la fabrication de sérotonine, celle de la sérénité, la mélatonine, celle qui sert à dormir. Et on se rend compte chez ces femmes qui sont atteintes de syndrome des ovaires polykystiques qu'il y a plus d'anxiété, plus de troubles du sommeil, plus de dépression. Alors, il y a une autre maladie, alors, pour le coup, dont on parle beaucoup, c'est l'endométriose et des douleurs qu'elle engendre. Est-ce que c'est un syndrome qui est douloureux, finalement ? L'endométriose n'est pas du tout le même... c'est pas la même... on n'est pas du tout sur l'insuline. Hein. Donc, en fait, pour moi, ce sont vraiment... Même s'il y a une inflammation, et aujourd'hui... Oui, alors il y a une inflammation. On peut jouer sur l'inflammation au niveau alimentaire de manière très, très simple. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de régimes qui sortent, aujourd'hui, justement, pour combattre l'inflammation en cas d'endométriose. Oui, et ça, je suis totalement d'accord, mais on ne joue que sur un pôle, puisque le tissu ovarien en cas de SOPK, c'est l'inflammation, mais aussi l'oxydation et la glycation. L'oxydation, vous savez, l'oxydation, c'est on rouille. Entre guillemets, l'oxydation, c'est de la rouille. Hein, on rouille à l'intérieur. On rouille à l'intérieur. Et la glycation, c'est plutôt la caramélisation. Et ça, c'est intimement relié à la glycémie, donc au taux de glucose dans le sang, donc relié aussi à l'insuline. Donc, certes, tous les régimes... C'est un peu comme la réaction de Maillard. Hein. C'est exactement ça. Ouais. C'est la glycation. Moi, j'appelle la glycation, j'appelle ça la caramélisation. C'est un petit peu schématique, mais ça explique bien que certains tissus, certaines protéines, mettez du miel sur votre plan de travail, mettez du miel sur une cuillère, ça ne s'enlève pas facilement. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez tout un tissu, par exemple un tissu, alors peu importe ovarien, là, un tissu des ovaires ou un autre tissu qui va être glyqué, caramélisé, vous doutez bien que ça va moins bien fonctionner. Oui, les dyslexiques disent SPOC, mais c'est pas du SPOC qu'on parle ce matin. On parle du SOPK avec mon invité. SOPK, ça veut dire syndrome des ovaires polykystiques. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'était pas vraiment des kystes, hein, il s'agissait de follicules plutôt. Hein, sur les ovaires. Et vous y consacrez d'ailleurs un livre que vous montrez à la caméra. Voilà. Le régime SOPK, c'est un régime que c'est vous qui avez créé. Hein. Vous le dites, vous n'êtes pas allé sur Internet chercher des fiches. Non. Ça vous énerve, ça ? Oui, parce que alors je veux pas. Non, c'est la tendance, oui. Ouais, voilà, c'est la tendance. Je veux pas créer de polémique, absolument pas. Mais c'est sûr que chacun y va un petit peu de son bon conseil, puisque ça a bien fonctionné sur moi, ça a bien fonctionné sur mon ami. Bon, là, je suis allée. Il y a plus de 400 études. Hein, je me suis j'ai décortiqué plus de 400 études mondiales pour faire ce livre, donc je tenais quand même à le repréciser. Mais les petits conseils, ça peut aussi être très bien, hein, on est d'accord, hein, je ne veux me mettre personne à dos. Ça fonctionne. Vous allez voir, après, les émissions, elles sont découpées. Vous les retrouvez sur TikTok, sur YouTube, et vous verrez, voilà, votre régime SOPK va beaucoup voyager. Je me demande si c'était douloureux tout à l'heure. Est-ce qu'il y a finalement des douleurs qui peuvent alerter celles qui en souffrent que quelque chose ne va pas ? Non, et c'est pour ça que ça passe inaperçu. Ça peut être plus physique, comme on l'a vu, avec une pilosité plus importante, un surpoids, on n'arrive pas à perdre, et c'est surtout les femmes, quand elles veulent avoir un enfant, la moitié des femmes qui sont atteintes de SOPK sont infertiles. C'est la première cause d'infertilité en France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, il faut bien le comprendre, et ça pourrait être détecté un petit peu plus tôt aussi, mais comme on a vu, comme c'est un syndrome et qu'il y a plusieurs symptômes, ce n'est pas toujours simple non plus. Une femme qui a des cycles irréguliers, c'est assez courant. Une pilosité plus importante, c'est pas non plus... ça peut passer totalement inaperçu, jusqu'à une trentaine d'années où on se rend compte qu'effectivement c'était ça. Beaucoup d'adolescentes qui ne sont pas diagnostiquées. Oui. Mais justement, comment on le pose, ce diagnostic ? Est-ce qu'il y a des marqueurs, des examens à faire ? Alors, il y a certains marqueurs. On peut faire une prise de sang au niveau de la testostérone, mais elle n'est pas toujours fiable non plus. Il ne faut pas être sous pilule, par exemple, donc il faut attendre. Et puis il y a l'échographie pour voir aussi, l'échographie des ovaires, pour voir si on a cette forme polykystique.
Je rappelle, ce ne sont pas des kystes, mais ce n'est pas toujours le cas aussi. Ça peut passer un peu inaperçu de ce côté-là, et d'autres symptômes peuvent être plus importants. Donc, Et c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant que finalement ça vous incite à investiguer, c'est ça ? Oui, en règle générale. C'est souvent ça, hein, et c'est un peu tard, parce que le temps qu'on arrive à poser le bon diagnostic, forcément, on a perdu quelques mois, voire quelques années, quoi. Donc, il y a une forte composante héréditaire dans ce syndrome. Alors, il y a une composante héréditaire, il y a des études là qui sont faites sur des souris, qui disent quand même que l'épigénétique a beaucoup à voir là-dessus. Pour tout le monde. Voilà. Donc on a la génétique, ça ce sont nos gènes. Malheureusement, on ne peut pas grand-chose, on ne peut pas changer notre patrimoine génétique. Bon après, voilà, on n'est plus, c'est pas nous qui faisons ça, on ne fait pas de la thérapie génique. Hein. Donc on ne change pas notre patrimoine. Par contre, on peut changer l'expression des gènes. En gros, un gène, c'est comme une ampoule. Vous l'allumez ou vous l'éteignez. Et en fonction de ce que vous mangez, en fonction de votre activité physique, de votre environnement social, comment vous vous sentez, si vous êtes en pleine forme ou au contraire extrêmement déprimé, très stressé, là, vous allez, par exemple, éteindre un gène, et donc il ne va pas s'exprimer. Donc, pour beaucoup de pathologies, on est quand même en train de se rendre compte que notre environnement, notre hygiène de vie globale, c'est pour ça qu'on dit aux gens, il faut faire plus d'activité physique, il faut mieux manger, il faut aussi bien vous entourer. Le nombre d'amis que vous avez, ce n'est pas le nombre d'amis sur Facebook, c'est ceux qui sont réellement là quand il y a des problèmes. Et ça... c'est ce qui permet justement d'allumer ou d'éteindre certains gènes, d'exprimer ou non certains gènes. C'est ça l'épigénétique. Et même si on a un patrimoine génétique qui n'est pas au top, hein, on se dit oh là là, papa, maman, il y a eu quand même des soucis, on peut modifier ça. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc par des petites choses toutes simples comme l'activité physique. Mais sinon, si on a une mère qui souffre d'un SOPK... On a plus de risques d'avoir un SOPK, mais en même temps, maman, elle nous lègue aussi comment elle mange, on a souvent... c'est pas juste le patrimoine génétique qui est légué par maman, c'est aussi beaucoup d'habitudes de vie qui sont léguées par les parents. Hein, et ça aussi, si on ne s'en détache pas, ça peut être problématique, donc, notamment sur l'alimentation. Enfin, moi, c'est le domaine qui m'intéresse. On se rend compte que... On mange comme on a été habitué à manger à la maison, souvent. Globalement, quand même, oui. Quand on a été habitué à avoir du pain à chaque repas, et de la baguette à chaque repas, par exemple, ou alors beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, là, je parle vraiment des féculents parce que c'est vraiment ce qui est important. Du sucre, là. Je parle des glucides, Je parle des glucides, c'est important, Oui, parce qu'une des clés, elle est là. Je pense qu'il faut vraiment, vous le dites peut-être souvent sur votre antenne, mais il faut le répéter, la problématique n'est pas la graisse, n'est pas le gras. C'est pas ça. Hein. On nous dit manger moins gras, moins sucré, moins salé. Moins salé, d'accord. Ok. Moins sucré, oui. Alors oui, je suis 100% d'accord. Le moins gras, non. Mieux gras, oui. Mieux. Ça ne te dit pas, mais c'est pour mieux comprendre, c'est ça. Et surtout, on nous rabâche le fait de consommer des féculents à chaque repas parce que c'est ça qui va nous faire tenir. C'est pour la satiété. Voilà. Sauf que tout dépend de la qualité de vos féculents. Et entre une baguette de pain blanc, comme je viens de citer, et un vrai pain au levain fait par un boulanger avec amour et avec du temps et avec du levain et pas des levures et avec des bonnes farines, la différence sur votre glycémie, donc sur votre insulinémie, n'est absolument pas la même. Donc on commence à entrevoir une des clés justement pour agir sur ce SOPK. Alors pour ceux qui rejoignent l'émission, l'une des causes et peut-être même la principale du SOPK, c'est l'insuline. Donc ça, vous arrivez, les études arrivent, le démontrent, et une fois que vous avez ça, vous vous dites c'est là-dessus qu'il faut agir finalement. C'est ça. Et donc on vous agissait sur quoi en fait ? Quand j'ai lu beaucoup d'études qui se recoupaient là-dessus, qui montraient du doigt l'insuline, je me suis dit, mais au contraire, c'est une excellente nouvelle, parce que là, on a tout ce qu'il faut pour limiter ces sécrétions d'insuline et pour améliorer le fait que l'insuline, la clé, elle rentre mieux dans les serrures et que tout se passe mieux. Donc pourquoi on fabrique de l'insuline ? C'est parce qu'on a fait une hyperglycémie. On a augmenté notre taux de glucose dans le sang de manière chronique. Récurrente. Et donc, le pancréas a fabriqué beaucoup d'insuline. Donc, si on remonte, pourquoi on a fabriqué pourquoi on a cette hyperglycémie, cette élévation du taux de glucose dans le sang ? Alors, on va nous dire, c'est parce que j'ai mangé trop de sucre.
Ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Peut-être, parce que vous avez mangé un petit peu de sucre. Mais c'est surtout tous les glucides. Voilà, là, la clé, elle est là. Le pain, les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre. C'est quoi ? De l'amidon. Et des chaînes d'amidon. Et c'est quoi l'amidon ? Ce sont des petites molécules de glucose. Voilà, tout simplement. Et donc, plus vous mangez de glucose, donc d'amidon, donc de pain, de pâtes, de riz, etc., plus vous allez augmenter votre glycémie, plus vous allez fabriquer de l'insuline. Et donc, plus ça va être dommageable pour vos ovaires, votre testostérone. À l'inverse, si on joue justement sur cette glycémie, si on arrive à limiter un petit peu l'impact du glucose, parce que je ne vous dis pas de plus manger pâtes, pain, riz, etc. Je vous dis de mieux les choisir. Et à partir du moment où on les choisit mieux, du coup, on n'a plus de pic de glycémie et donc plus de sécrétion d'insuline. Donc, on arrive à limiter les symptômes. Donc, contrôler sa glycémie, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le SOPK ? Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre comme résultat, en fait ? Alors, ça peut être extrêmement rapide parce que plus vous consommez de glucides, hein, comme on vient de dire, et plus vous allez avoir envie d'en consommer. Hein. Donc, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que moins vous en consommez, moins vous avez faim. Du coup, vous êtes plus tenté par la petite barre chocolatée, par toutes ces petites gourmandises. Donc, il est là le reset. Il est là le reset dont on parlait. Il faut absolument, à un moment donné, faire stopper cette sécrétion d'insuline. Ça, c'est obligatoire. Donc, il va falloir stopper cette fabrication d'insuline. Donc, il va falloir stopper l'hyperglycémie. Comment on stoppe l'hyperglycémie ? En mangeant peu de glucides. Donc j'ai fait dans le livre vraiment une semaine reset. C'est la première semaine. Oui, c'est la première semaine. C'est à zéro là. Là, c'est pas à zéro parce que vous mangez. Ouais. C'est ça. Mais on s'aperçoit quand même que... C'est à zéro féculent, pardon. Zéro féculent. Ouais. Et manger des féculents à chaque repas, ça, mais c'est juste, je pense, la pire erreur qu'on ait véhiculé et qu'on continue à véhiculer parce que c'est pas valable pour tout le monde et donc surtout dans cette pathologie-là. Donc il va falloir faire le reset, ça ne fonctionne plus, comme on disait sur le téléphone, sur l'ordinateur, ça ne fonctionne plus. On stoppe les glucides. Ces glucides-là, je vous laisse un fruit, voilà, on n'est pas sans glucides non plus. Donc on va enlever les féculents. On enlève le pain, on enlève le pâte, on enlève le riz. Par contre, qu'est-ce qui reste ? Il reste plein de légumes. Il va rester le poisson, la viande, les œufs. Il va vous rester... on parlait des huiles. Voilà, des huiles, des amandes, des noix, des noisettes, enfin tout ce qui fait partie des oléagineux. Quand vous dites plein de légumes, ça me fait toujours rire les gens qui disent plein de légumes. La moitié de l'assiette. C'est pas mal si je vous dis ça. Bon, là, les 3/4, il va falloir faire pour la première semaine. Il faut aimer les salsifis, je vous dis tout de suite. Alors, non. Alors, vous savez comment... Non, parce que quand je regarde votre liste de légumes, artichaut, asperges, déjà, si on n'est pas dans la saison, on est mort. Alors, courgettes. Là, il y a des tomates en ce moment. Il y a des courgettes. On peut avoir des radis. Enfin, dans les légumes là de saison, normalement, on doit trouver ce qu'il faut. Il y a une petite technique aussi. Les légumes, j'aime pas ça. C'est tout simple. Il faut faire 2 colonnes. Une colonne crue, une colonne cuite. Alors moi les carottes, je les préfère crues parce que cuites c'est pas trop mon truc. Ah bah non, et moi les tomates, je préfère cuites parce que crues c'est pas trop. On arrive toujours, c'est pour ça que je mets des listes longues de légumes parce qu'on arrive toujours, que ce soit cru, que ce soit cuit, râpé, en salade ou au contraire pour que ce soit craquant ou non pas trop parce que après j'ai mal au ventre. Donc plutôt cuit, une petite poêlée de légumes, on arrive toujours à trouver, sérieusement. Et puis si on trouve pas dans les légumes de saison, il y a les surgelés qui sont très bien aussi. Moi, ça me va parfaitement. Oui, tout n'est pas frais, c'est ce que vous expliquez finalement. Voilà. Le principal, c'est que ce soit des légumes. Voilà, le principal. C'est vraiment de choisir des légumes que l'on aime. Non, si vous n'aimez pas les salsifis, ne mangez pas de salsifis, bien sûr. On est là pour se faire... Mais si, non, c'est délicieux les salsifis. On est là pour se faire plaisir parce que quand on se fait plaisir, on joue sur l'épigénétique, comme on a vu tout à l'heure. Donc le fait de se faire plaisir, c'est aussi ça. L'important de mettre des belles couleurs dans l'assiette, mettre des bonnes choses qui vont vraiment être... mais
mais voilà, bonne à manger. Puis après, vous avez votre poisson, vous avez un petit peu de viande si vous voulez, des œufs. Alors les œufs, c'est pareil, en omelette, tout ce que vous voulez, ou les œufs durs, une petite salade. Voilà, ça passe bien aussi. Voilà, on parle du régime SOPK ce matin, un régime justement qui s'adresse à celles qui souffrent de SOPK. Et c'est un livre qui vient de sortir. L'auteur, c'est Angélique Houlbert qui est avec nous et qui est diététicienne et micronutritionniste. Et vous êtes spécialiste des compléments alimentaires. Oui. Alors, j'ai appris un mot, notamment qui concernait les compléments alimentaires. La nutraceutique. La nutraceutique. Shkoun. Ouais. Alors, expliquez-nous un petit peu. C'est un peu la nutrithérapie, ce sont plutôt les aliments, et la nutraceutique, on est sur les compléments alimentaires, que ce soit des vitamines, des minéraux, des plantes, qui peuvent agir sur de multiples, donc sur l'organisme, sur de multiples pathologies. Donc ça va du diabète jusqu'à, ou alors des gens, vous avez juste les jambes lourdes. C'est de la phytothérapie, en gros, ce sont des plantes, vitamines, minéraux, tout ce qui existe dans la nature. En gros, pour le SOPK, qu'est-ce qui fonctionne ? Alors, première chose, on agit toujours sur le microbiote, mais ça pour toutes les pathologies. Le microbiote, anciennement appelé flore intestinale, moi j'aimais bien ce mot-là, c'était joli, la flore intestinale, c'est toutes les petites bactéries qui nous colonisent, parce qu'on sait très bien, maintenant on parlait tout à l'heure de l'anxiété, de la dépression, on sait qu'il y a un axe intestin-cerveau, et que si on a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des petites bactéries qu'on a dans nos intestins, elles peuvent envoyer des messages qui ne sont pas très sympathiques, et faire que vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes, ou au contraire, quand on est en harmonie au niveau du microbiote, du coup, voilà, ça se passe mieux. Donc on sait aussi qu'il n'y a pas qu'un axe intestin-cerveau, on a un axe intestin-peau, intestin-poumon, intestin, tissu ovarien, ça communique, tous les organes communiquent avec nos intestins. Le foie aussi, il faut aussi bichonner notre foie, et ça c'est aussi valable dans toutes les pathologies. Là on sait également que ça a un impact. Le chardon-marie par exemple, c'est une plante là où on a eu de très bons résultats sur les femmes qui sont atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Il faut bien savoir que le foie il fait beaucoup de boulot, il travaille beaucoup avec les hormones, je ne vais pas vous faire tous les tenants et les aboutissants non plus, mais voilà, ça permet vraiment d'améliorer cet équilibre hormonal. Et après, on disait que la clé, vous savez, l'insuline, il faut qu'elle rentre dans la serrure. Le chrome. Alors, c'est un oligo-élément, le chrome. C'est un oligo-élément, tout simple, on le conseille très souvent chez les diabétiques, qui va permettre d'améliorer d'optimiser le travail de l'insuline. Donc, ça dégrippe vos serrures, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça fait partie. Il va falloir équilibrer justement cette glycémie. Donc, le chrome, la cannelle fonctionne exceptionnellement bien aussi sur la glycémie. On a aussi une autre substance qui s'appelle la berbérine, qui est issue d'une plante, la berbéris. Donc, utilisée avec beaucoup de précautions quand même. Oui. Donc, parce qu'elle est victime de son succès, la berbérine. On est d'accord. Ouais. Mais on a des plantes qui sont extrêmement efficaces. Qui justement fonctionne très très bien là notamment sur l'équilibre, ça fonctionne un peu comme la metformine. Voilà, et puis alors des vitamines qu'on connaît moins, la vitamine B9 et la vitamine K par exemple. Oui, alors surtout la B9 elle est extrêmement importante quand de toute façon, même on parlait d'endométriose tout à l'heure, ça fait partie des vitamines, c'est la vitamine de la femme active, on dit en âge de procréer, femme qui veut avoir des enfants, puisque la vitamine B9 elle est extrêmement importante dans ce phénomène, alors pour la grossesse, mais aussi pour ces phénomènes de méthylation. On parlait de j'allume et j'éteins un gène tout à l'heure, et on sait que la B9 elle agit aussi dans ce sens-là. Donc dans beaucoup de pathologies féminines, on parlait endométriose, SOPK, la B9 est souvent en cause, et on manque souvent de B9. Et avant même, je le redis vraiment aux femmes, avant même de se dire allez, on veut un enfant, c'est 2 mois en avance qu'il faut même prévoir le fait d'avoir un enfant. Et là j'ai insisté énormément sur la qualité de la B9, puisque dans les aliments, mangez par exemple de la salade, des épinards, des légumes verts à feuilles, vous avez de la B9 qui est sous forme de folate. Elle est parfaitement bien assimilée, le corps y reconnaît très très bien. La folate, c'est les folates, c'est une famille, voilà, c'est les folates. Et sauf que dans les compléments alimentaires, c'est pas forcément ça que vous avez dans le complément. Vous avez de l'acide folique.
c'est pas la même chose. Il y a besoin de retransformer cet acide folique. Il y a besoin que l'organisme le retransforme. Et on n'est pas toutes pareilles. Enfin, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous. Il y a certains gènes. On doit fabriquer certaines enzymes. Certains gènes doivent fabriquer certaines enzymes pour pouvoir faire en sorte que l'acide folique se transforme en folate. Et parfois, on sait qu'il y a des mutations génétiques sur certaines catégories certaines personnes, certaines femmes, et donc elles ne retransforment pas cet acide folique en folate. Donc, est-ce qui veut dire qu'il faut manger des épinards ? Alors oui, évidemment, il faut manger des légumes verts à feuilles, ou alors il faut bien regarder dans les compléments alimentaires sous quelle forme est l'acide folique. Et l'indication qu'on veut, c'est donc folate. Folate. Normalement, c'est le terme que vous devez avoir. Bon, tout est dans le livre. Alors, c'est un régime. Là, vous donnez la méthode sous 4 semaines, oui. Pour faire le reset. En gros, pour expliquer aux gens, pour avoir les bases de fonctionnement. Par exemple, chez vous, le premier repas du matin, le breakfast, donc le petit déjeuner, est aléatoire finalement. Il est optionnel. Il est optionnel. Pourquoi ? Exactement. On a des gens qui ne mangent pas le matin, qui n'ont pas faim le matin. Il est hors de question de les forcer à manger. On ne mange pas quand on n'a pas faim, surtout quand on est en surpoids. C'est un peu. Alors là, je parle vraiment pour les adultes. C'est un peu différent pour les enfants. On est bien d'accord. Là, mais qui mange bien. Je préfère encore qu'un enfant ne mange pas du tout, plutôt qu'il s'avale un bol de céréales ultra transformées au petit déjeuner. Parce que là, justement, ça va lui occasionner un pic de glycémie. Et là, il va fabriquer de l'insuline et il va tomber en pleine hypoglycémie dans la matinée. Et donc, c'est un peu pareil. Je préfère que les gens ne mangent pas du tout le matin. Par contre, faut boire de l'eau. Ça peut être de l'eau avec un petit peu de citron, gazeuse si vous voulez, votre café, votre thé, sans sucre. Sinon, vous faites un pic de glycémie. C'est possible. Et vous ne mangez qu'à midi si besoin. On a beaucoup de personnes qui devraient d'ailleurs ne manger que 2 repas par jour et pas 3 ou 4. Donc, la règle, c'est une alimentation à ce qu'on appelle IG bas. Oui, premièrement, déjà, la première règle, c'est de consommer des aliments bruts qui ne sont peu ou pas transformés. Parce que vous êtes une spécialiste des AUT aussi. Les AUT, ce sont les aliments ultra transformés. Vous savez, quand vous regardez la liste des ingrédients et que vous ne comprenez absolument rien. Normalement, quand on lit une liste d'ingrédients, s'il y a marqué farine, œufs, sucre, beurre, c'est bien, c'est ce qu'on a dans nos placards, donc tout va bien. Dès lors où vous avez monoédiglycérique d'acide gras, voilà, tout ça, ce sont des aliments ultra transformés qui se digèrent généralement très très vite. Et donc, si ça se digère vite, ça passe rapidement dans votre sang, ça élève la glycémie, votre insulinémie, et on résout pas le problème. Donc c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Donc, première chose, des aliments bruts, peu ou pas transformés. On mange. Voilà, renouer avec nos sensations de faim, faim, satiété. Est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, est-ce que ça gargouille ? Si ça gargouille pas, si j'ai pas faim, je mange pas. Donc voilà, optionnel pour le petit déjeuner. Et après, oui, on va axer sur des aliments qui sont avec une densité calorique aussi pleine. Alors vous distinguez la vraie calorie de la fausse calorie. Ah bah oui, le sucre que vous mettez dans votre café, dans votre thé, pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'antioxydants, il n'y a rien du tout. Sauf du sucre. Sauf 2 molécules, glucose-fructose. Donc pas grand-chose d'intéressant pour votre santé. Ça, ce sont des calories vides. Il n'y a rien. Alors comment on compose une assiette, par exemple ? Pour vous, c'est quoi l'assiette idéale ? Alors, une fois qu'on a passé cette semaine un petit peu reset, qui est un petit peu choc, mais il faut bien éteindre le portable ou l'ordinateur. Là, l'idée, c'est de faire un maximum de végétaux. À volonté. Donc, comme on disait tout à l'heure, on essaie de voir ce que l'on peut consommer, Allez, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Mais justement, les épinards. Oh non, j'aime pas ça. Oui, mais vous n'aimiez pas ça parce qu'à la cantine, on vous en a fait manger qui n'était pas bon, pas bien assaisonné. Réessayez. On réessaye. Il y a plein de recettes. On peut très bien les faire à notre sauce, entre guillemets, avec des épices, des aromates. Si vous dites à notre sauce, ça va finir en béchamel, tout ça. Non, alors. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est excellent, les épinards à la béchamel. Alors, moi, je suis pas contre une petite cuillère de crème fraîche. À la limite, ok, d'accord, mais il faut bien me choisir la crème fraîche. Je veux pas de crème fraîche allégée avec des amidons transformés. Une cuillère de bonne crème fraîche, ok. Si c'est pas tout le pot,
Ok, et là on s'est fait plaisir et on a réussi à allier un petit peu les épinards avec un petit peu d'onctuosité. À côté de ça, donc il faut vraiment faut visualiser une assiette. La moitié, il faut que ce soit des végétaux. Donc ça, cru, cuit, en soupe, en salade, râpé, comme on disait, en entrée, en accompagnement, peu importe. Ensuite, vous me redivisez de la viande, du poisson, une source de protéines. Ça, c'est extrêmement important quand même parce qu'on parlait tout à l'heure de sérotonine, de mélatonine, tout ce qui se termine. S'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sérotonine. Ah oui, et puis il n'y a pas de... Enfin, voilà, vous allez avoir le moral. Mais je croyais qu'il fallait manger de la viande rouge pour booster sa sérotonine. Non, alors là, non, absolument pas obligé de manger de la viande rouge. Il y a des protéines. Alors, quand je vous dis des protéines, on peut faire protéines animales, il y a aussi des protéines végétales. On n'est pas non plus, bien sûr que non, on va pas. Et puis là, vu le prix de la viande rouge, non. Enfin, je vais surtout pas vous dire ça. Donc, ça veut dire moment. Que la sérotonine, c'est dans toutes les protéines, qu'elles soient végétales. Alors, c'est pas dans, c'est-à-dire qu'il c'est pour fabriquer. C'est le fruit de. Voilà, il faut certains acides aminés pour fabriquer soit des neurotransmetteurs pour aller mieux, et toutes nos hormones aussi, les immunoglobulines aussi, ce sont des protéines. Donc, et c'est aussi pour ne pas avoir faim. Il faut bien dire que les protéines, c'est ce qui va vous donner la satiété, et ce n'est pas forcément les féculents. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir... Pour fabriquer, vous savez, la leptine et la gréline, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est l'hormone justement de la satiété et de la faim. Il faut aussi des protéines. Donc, l'important, c'est que le quart de l'assiette... Alors, ça peut être soit constitué de protéines. Ce qui peut être assez simple, c'est combien on en consomme. Vous prenez votre main, on a tous des mains différentes, et la paume de la main, c'est à peu près ce que vous devriez consommer en viande, par exemple. Pour le poisson, on peut prendre toute la main. Mais vous allez voir que voilà, on a des mains différentes. Alors, on a la moitié, donc, c'est les végétaux. Un quart protéines. Et un quart, mon cheval de bataille, les féculents qui ont un index glycémique bas. Donc, on va pouvoir mettre des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, mojettes, etc. Des fèves. Des fèves. Vous allez avoir du riz basmati, par exemple. Les petits pois, vous les mettez dans quelle famille, vous ? Alors, c'est à cheval, ça. Ouais. Je ne chipote pas avec les petits pois. Non, vous êtes plutôt bienveillante, vous, avec les petits pois. Bah oui, parce que je préfère encore que les gens mangent des petits pois plutôt qu'un riz blanc à sushi qui se digère très très vite. Enfin, voilà, ça reste du vert, c'est bon. C'est plus de la couleur. C'est donc la dernière partie de l'assiette. C'est donc la dernière partie de l'assiette, et c'est une quantité qu'il va falloir ne pas dépasser. Le plus simple, vous avez des ramequins à la maison, un petit ramequin, vous faites de la crème dedans. Il faut que vos féculents, un index glycémique bas, une fois cuits, tiennent là-dedans. Une des clés, elle est là. C'est à partir de là où, justement, si vous avez suffisamment de protéines, suffisamment de végétaux, des fruits, vous n'aurez absolument pas faim. Si vous augmentez la quantité, vous allez relancer la machine et ça va encore rebugger et vous serez obligé de refaire un reset. Bon, il y a une solution pour celles qui souffrent de ce fameux syndrome SOPK, puisqu'il y a ce régime qui vient de sortir, le régime SOPK aux éditions Thierry Soucard. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous la réécouterez sur toutes les plateformes qui reprennent nos émissions, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. On vous laisse rentrer au Mans. Oui. Et on salue nos auditeurs du Mans. Et très belle journée santé sur Beurre FM.